1. Mais d'abord le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. 2 signatures qui pourraient tout changer. À Washington, cette nuit, les États-Unis et l'Ukraine ont enfin trouvé un terrain d'entente sur l'exploitation des terres rares ukrainiennes, actant dans le même temps la création d'un fonds d'investissement pour la reconstruction du pays. Un accord qui arrive au terme de longues négociations et qui rebat les cartes de la guerre, comme l'a laissé entendre le ministre américain des Finances, Scott Bessent. Je suis heureux d'annoncer la signature d'un accord de partenariat économique entre les États-Unis et l'Ukraine, établissant le fonds d'investissement pour la reconstruction. Ce partenariat permet d'investir aux côtés de l'Ukraine pour plus de croissance, pour mobiliser le talent américain, améliorer le climat d'investissement en Ukraine et accélérer la reprise économique du pays. Cet accord envoie le signal clair aux dirigeants russes que l'administration Trump est engagée dans un processus de paix centré sur l'Ukraine libre, souveraine, prospère et ce, à long terme. Scott Bessent, secrétaire d'État au Trésor américain cette nuit dans un message vidéo. L'Ukraine qui a été la cible d'une nouvelle frappe russe cette nuit à Odessa, bilan 2 morts et 5 blessés. L'actualité internationale, c'est aussi la solidarité de la France à l'égard d'Israël. Oui, Emmanuel Macron a proposé cette nuit d'envoyer un soutien matériel alors que Jérusalem est menacée par d'importants incendies. Plusieurs blessés sont déjà à déplorer alors que les flammes se rapprochent des quartiers périphériques de la ville. Et en France, qui dit 1er mai dit brin de muguet et bien sûr cortèges syndicaux dans les rues. Oui, jusqu'à 150 000 manifestants attendus pour cette journée internationale des travailleurs, dont 15 à 30 000 à Paris. Les forces de l'ordre sont sur le qui-vive. Plusieurs milliers de policiers et gendarmes vont être déployés afin de prévenir tout débordement. Jean-Baptiste Marty, comment les autorités procèdent-elles pour éviter ces violences devenues courantes en marge des défilés ? Il y a d'abord des vérifications depuis hier soir. Ce que les policiers appellent la reconnaissance. Les bouches d'égout, les halls d'immeubles ou encore les chantiers sur le parcours sont fouillés. Objectif, vérifier qu'aucune arme ou objet dangereux n'a été caché. De la prévention aussi du côté des militants radicaux. Certains ont interdiction d'aller manifester. Loïc Dessertaines, policier du syndicat Alliance. Il y a en général des pointages dans les commissariats sur des personnes qui peuvent être fichées et qui doivent se présenter sur ce genre d'événements sur les commissariats sur lesquels ils habitent. Pour ceux qui peuvent se rendre dans les cortèges, il y aura des contrôles aléatoires, par exemple dans les transports en commun. Écoutez, Loïc Dessertaines. On a un filtrage. Ça veut dire que pour accéder au site de la manifestation, on a de nombreux collègues qui seront présents pour vérifier que les individus ne se présentent pas sur les lieux avec toutes sortes d'objets, de cagoules, d'armes, de pétards, de dispositifs pour mettre le feu à toutes sortes de choses. Enfin, pendant la manifestation, consigne est donnée aux policiers de suivre le cortège à distance, mais d'intervenir dès la moindre casse ou formation d'un groupe de Black Bloc. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Un 1er mai synonyme de fermeture pour de nombreuses entreprises et désormais aussi pour la plupart des boulangers. Impossible pour eux de faire travailler leurs salariés, sans quoi ils s'exposent à de lourdes amendes. On s'en souvient pourtant pendant le Covid, ces artisans étaient considérés comme essentiels, mais une jurisprudence les empêche désormais de mobiliser leurs employés le 1er mai. Pour la patronne de la CGT, Sophie Binet, les Français peuvent bien trouver une alternative au croissant un jour par an. Position qui indigne Dominique Enract. Il est président de la Confédération nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie française. Il était l'invité d'Europe 1 matin. C'est pas Madame Binet qui commande. Il y a des salariés qui veulent quand même travailler pour être payés double. C'est quand même dans le pouvoir d'achat, c'est important. Il se passera que 35 000 boulangeries fermeront le 1er mai. C'est quand même 70 à 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, de la TVA, pareil pour les salariés qui, eux, n'auront pas une journée payée double. Et puis des fermetures, 200 par mois. 200 fermetures de boulangeries par mois et 250 à peu près ouvertures. Dedans, il y a des chaînes, mais pas que. Il y a aussi des artisans qui se réinstallent. Attendez, il y a 35 000 boulangeries en France, vous nous avez dit. Il y en a 200 qui ferment chaque mois. Tout à fait. Et c'est un rythme d'extinction, là. Pas un rythme d'extinction, parce qu'il y a des créations. Dominique Enract, invité d'Europe 1 matin à 7h10. Interview complète à retrouver sur europe1.fr. Pas question de se passer de sa traditionnelle baguette de pain. Cependant, les Français, de manière générale, consomment moins. C'est ce que soulignait l'INSEE hier. Oui, la consommation des ménages a baissé d'1% en un an. Ça semble peu, mais en fait, c'est un déclin qui s'est amorcé depuis 2014. En cause, l'inflation, bien sûr, mais aussi l'incertitude politique, économique et surtout fiscale. Reportage à Toulouse du correspondant d'Europe 1, Charles L'Huillier.
Dans ce centre commercial, le chariot d'Éric est moins rempli qu'avant. Je suis obligé de me restreindre malgré que je gagne 3 000 € par mois. La viande, on n'en prend plus comme avant. Le poisson non plus, parce que plus on gagne, plus on nous taxe. 2 500 € d'impôt sur le revenu pour Éric, tétanisé à l'idée de voir la note gonfler. La dette qui est énorme, 3 000 milliards en économie justement, s'il y a une augmentation, qu'on puisse au moins y répondre. Même frilosité dans les rayons et surtout à la pompe pour Bernard, 73 ans. Je déclare annuellement 33 000 de retraite et aujourd'hui, par exemple ma fille, je vais l'avoir moins. Je limite mes déplacements, donc l'économie est présente. Car ce propriétaire redoute un matraquage fiscal sur l'immobilier. Aujourd'hui, les impôts ont un impact. Bon, on a une taxe foncière, bien sûr, 1 800 € et une taxe d'habitation qui va peut-être revenir. Et je ne sais pas de quoi sera fait de même. Des consommateurs qui naviguent à vue, tout comme les entreprises qui limitent recrutements et investissements, cocktail qui n'augure rien de bon. Toulouse, Charles L'Huillier, Europe 1. Il est 8h06, vous écoutez Europe 1 matin. En politique, le retour de Gabriel Attal à Matignon cet après-midi. Oui, l'ancien Premier ministre va défendre sa position sur la question de la proportionnelle, sujet cher à François Bayrou qui divise le bloc central. Et pour la plupart des Français, eh bien, la priorité du gouvernement est ailleurs. 78% d'entre eux estiment que l'exécutif doit se concentrer sur le déficit budgétaire. C'est ce que révèle un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD ce matin. Eux veulent afficher leur unité en ce 1er mai, les partisans du Rassemblement national qui se réunissent à Narbonne aujourd'hui. Depuis plusieurs années, c'en est fini de l'hommage parisien devant la statue de Jeanne d'Arc. Cette année, après la condamnation de Marine Le Pen et plusieurs membres du parti dans l'affaire des assistants parlementaires, le Rassemblement national organise un grand meeting dans l'Aude. 5000 militants attendus. Bonjour Maï-Hélène Trémollet. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Vous êtes à Narbonne pour Europe 1. Après plusieurs jours de flottement, Jordan Bardella disant se préparer à être le plan B pour la présidentielle, Marine Le Pen assurant qu'elle est toujours dans la course. Il s'agit de clarifier les choses, Maï-Hélène, aujourd'hui. Oui, et cette fois, l'objectif, c'est bien de démontrer que la patronne du parti reste Marine Le Pen, un mois après le grand rassemblement pour la démocratie, improvisé à Paris-Place Vauban, qui avait obtenu un succès relatif. Au programme, 5000 adhérents et militants attendus ici à Narbonne et 2 prises de parole qui seront très scrutées. Celle de la chef de file des députés RN en début d'après-midi, suivie de son dauphin Jordan Bardella. Le duo qui se présente toujours comme un ticket gagnant devrait en profiter pour réaffirmer son unité, sa complémentarité face à un parti fragilisé et balayer toute rumeur de division sans s'étendre pour autant sur un possible changement de candidat à la présidentielle, bien au contraire. C'est plutôt l'actualité comme le drame de Nantes ou les tentatives du gouvernement de réfléchir à de nouveaux impôts qui seront au centre des discours, avance un élu. Ce sera surtout sur la France qui travaille, ajoute un autre, pour qui la condamnation de Marine Le Pen n'a fait que ressouder le parti. En clair, surtout pas d'intronisation de Jordan Bardella aujourd'hui qui devrait rester à sa place de candidat numéro 2. Et si dans les rangs du RN, certains députés confessent un climat d'incertitude, d'autres tentent de rassurer sur l'avenir en affirmant « Quel que soit le candidat, on prépare l'alternance pour 2027, donc on doit se montrer en campagne ». Merci Maï-Hélène Trémollet en direct de Narbonne pour Europe 1. 1er mai, sous un soleil radieux. À Narbonne, il fera 22 degrés cet après-midi, mais c'est moins qu'à Paris où on attend 29. Un véritable cadeau du ciel, des beaux jours exceptionnels pour la saison que les Parisiens savourent déjà depuis plusieurs jours comme un air d'été. Reportage Alexis de la Fléchère. Allongés sur leurs serviettes de plage, lunettes de soleil sur le nez, Célia et Louise profitent du soleil sur cette grande pelouse d'un parc parisien et les 2 étudiantes ont tout prévu pour passer une très bonne journée. Du monoeil, de la crème solaire, de l'eau, c'est important de s'hydrater. Des petits coussins gonflables pour être confort, en maillot, il n'y a pas de souci. Et des petits fruits et après on s'est mis à un endroit stratégique dans le parc où il y a des ventes de glace. Le pique-nique, c'est aussi quelques mètres plus loin le choix de Jérôme, venu se détendre en famille. Avec la belle-maman, la belle-sœur, la petite et le petit cousin. Il faut profiter du soleil tant qu'il est là. Le soleil, le ciel bleu, la chaleur, ça fait également les affaires des restaurateurs parisiens qui voient leurs terrasses bondées et le retour aussi de la bonne humeur chez leurs clients. On retrouve un petit peu ce côté un peu humain avec les gens sympas et c'est vrai que là on est placé Tour Eiffel pas loin, donc des sourires et des touristes. Et il va falloir profiter, le grand beau temps c'est prévu jusqu'à demain à Paris.
Alexis de la Fléchère. Et tiens, pour chercher un peu d'ombre et de fraîcheur, on pourra peut-être se réfugier quelques heures dans des musées à Paris, direction l'Atelier des Lumières pour une plongée dans l'univers du Petit Prince. Le renard, l'allumeur de réverbère, la rose, tous les personnages de Saint-Exupéry s'affichent en mouvement sur les murs sombres. Émerveillement garanti avec cette expo immersive qui séduira petits et grands. Sébastien Bordenave. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve. On a tous dans le cœur une citation du Petit Prince. Elle s'affiche en grand pendant cette odyssée immersive avec aussi les aquarelles de l'auteur. On se retrouve au cœur du désert après l'accident d'avion du narrateur. La magie de l'œuvre fonctionne comme au premier jour. Thomas Rivière, arrière-petit-neveu d'Antoine de Saint-Exupéry. Quand on parle de chiffres, le Petit Prince c'est quelque chose d'absolument pharaonique. D'abord, c'est le livre le plus traduit au monde, le livre non religieux le plus traduit. On est sur plus de 600 langues, 300 millions d'exemplaires vendus depuis sa première édition aux États-Unis en 43 et en 46 en France. Il se vend encore chaque année 5 millions d'exemplaires partout dans le monde. Et donc, c'est un livre qui fait rayonner la France et la francophonie partout dans le monde. Antoine de Saint-Exupéry est l'auteur français le plus lu au monde, voilà, tout simplement. Regardez au-delà des apparences l'importance de l'émerveillement. Promis, l'exposition fera beaucoup plus que vous dessiner un mouton. Sébastien Bordenave, Le Petit Prince, l'Odyssée immersive à l'Atelier des Lumières à Paris jusqu'au 6 juillet. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal à suivre sur Europe 1. Jérôme Guedj, le député PS de l'Essonne, est l'invité de Sonia Mabrouk. Bon réveil avec Europe 1.